la séance ouverte. Est-ce que la communication avec le reste du monde est lancée? Bien, je déclare la séance ouverte. Je remercie aux élus d'être présents et au public également qui nous rejoint. Je fais l'appel immédiatement. Frédéric Bessé est présent, Laurent Tarassi, Marielle Ernoult, Stéphane Hautecoeur, Estelle Sueur, Jean-Michel Mazet, Christelle Terre, absente excusée, pouvoir à Stéphane Hautecoeur. Sébastien Roth, absent excusé, pouvoir à Estelle Sueur. Jean-Paul Raucourt, Éric Muller, Eva Salvador, Marianne-Nic Laroche, pouvoir excusé, absente excusé, pouvoir à Jean-Paul Raucourt. Sylvie Poyet, absente excusée, pouvoir à Éric Muller. Valérie Véron, absente excusée, pouvoir à Laurent Tarassi. Fabiola Basselin, de nouvelles. Sandrine Marsal, absente excusée, pouvoir à Jean-Michel Mazet. Brigitte Dubois-Lombard, absente. Renaud Praninck, elle est ici. Jérôme Jean, présent. Caroline Legros-Humblot, pas de nouvelles. Laurent Salier, présent. Marie-Christine Delafosse, absente excusée, pouvoir à Marielle Ernoult. Sébastien Boguert, présent. Magali Morigalski, présente. Frédéric Bettencourt, aussi. Michel Levert, pas de nouvelles. Pascal Ribouillard, non plus. Ce qui nous donne 3, 6, 9, 11, 12, 15 présents. Le quorum est atteint. Plus 2, 5, 7 pouvoirs. Il y a donc 22 votants. Je vous remercie. On peut donc dérouler notre ordre du jour qui commence par point crucial, la désignation par le Conseil d'un secrétaire de séance. Et c'est là où beaucoup de mains se lèvent. C'est Stéphane Hautecoeur qui l'a fait. Je sais bien, c'est ce que je rappelais, Stéphane Hautecoeur et Estelle Sueur. Est-ce qu'il y a des votes contre ce pas en avant? Des abstentions, donc merci à l'unanimité. On passe au point 2, approbation du procès-verbal de la séance précédente, le 25 février dernier, avec les orientations budgétaires. Est-ce qu'il y a des remarques sur le compte-rendu? Des votes contre, des abstentions, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le point 3 s'appelle décision du maire au pluriel, mais cette fois-ci, il y en a une qui mérite que je vous la présente, c'est-à-dire la sollicitation d'une aide financière à l'Agence de l'eau pour l'étude de ruissellement des bassins versants. L'étude est estimée pour un montant de 30 000 € et nous pouvons espérer sérieusement une subvention de 80%. Donc ce serait dommage de s'en priver. Et c'est ce qui nous a fait d'ailleurs décider, malgré le transfert de compétences sur ce sujet à l'AXO qui est ces jours-ci, d'engager quand même cette étude en notre nom, puisque on était bien au courant du sujet depuis le 1er mai et les coulées de boue sur lesquelles nous avons commencé à travailler. Mais cette étude nous permettra d'aller jusqu'au bout de la planification de différents aménagements. Donc, c'est une décision utile qui ne nous coûtera pas très cher. Voilà. Donc, vous en prenez acte, je vous en remercie. Mais nous entrons maintenant dans le tunnel financier sur lequel, bien sûr, Laurent Tarassi va opérer à titre principal. Et puis, si je peux donner quelques compléments, et si vous pouvez poser des questions au fur et à mesure, ça évitera un monologue. Parce qu'autrement, comme vous le savez, moins il y a de questions, plus il prend de temps. Donc, c'est une menace. Merci à vous. Merci Laurent. Merci Frédéric. Bonsoir à tous. Le premier point concerne donc le compte financier unique 2024. C'est un point que je peux présenter avec la présence de tout le monde. En revanche, le vote est un petit peu particulier, c'est-à-dire que la présidence et le vote sera organisé par le doyen de l'Assemblée. En général, c'est Eva.
Et à ce moment-là, le maire ne participera pas, donc Frédéric sortira de la salle, comme à son habitude, et nous voterons sans sa présence. Donc il s'agit du compte financier unique. Le compte financier unique, déjà, c'est une procédure entièrement dématérialisée qui automatise le contrôle des données entre l'ordonnateur et celle du comptable. Vous vous souvenez, avant, on passait par 2 votes, et le compte de gestion et le compte de la municipalité. Il fallait que ce soit complètement raccord. Là, maintenant, ça se fait de façon automatisée à travers ce compte financier unique. Ce compte financier unique met en évidence tout un tas d'informations clés, bien sûr, sur la situation financière de la collectivité, les résultats, le bilan, le compte de résultats synthétiques et les taux des contributions, produits afférents, etc. Les chiffres en question, vous les avez sous les yeux, donc sur le budget 2024, compte financier unique 2024. Nous avions un résultat de fonctionnement en 2023 de 697 468,56 €. C'est venu se compléter de recettes de fonctionnement en 2024 à hauteur de 8 155 281,19 €. Il y a eu des dépenses de fonctionnement en 2024 pour 8 284 095,89 €. Pas d'affectation d'investissement en 2024, et donc l'excédent de fonctionnement, le nouvel excédent en 2024 est de 568 653,86 €. Concernant l'investissement, nous avions un résultat d'investissement en 2023 positif à hauteur de 84 339,41 €. Il a été complété de recettes d'investissement en 2024 à hauteur de 2 161 090,33 €. Il y a eu des dépenses d'investissement, bien sûr, en 2024. On en avait parlé lors du débat d'orientation budgétaire, à hauteur d'1 708 302,97 €. Et donc l'excédent d'investissement 2024 est conséquent. Il se monte à 537 126,77 €. Le résultat cumulé, c'est la somme des deux excédents. On arrive à 1 105 780,63 €. Il y a des restes à réaliser en fonctionnement et en investissement. En fonctionnement, il y en a uniquement en dépenses, donc pour 108 430,27 €. Et en investissement, il y a à la fois des restes à réaliser en recettes. Ce sont toutes les subventions associées au projet Maison de la Petite Enfance, donc 785 217,10 €, et des dépenses, ce qui nous reste donc à payer pour 300 982,01 €. Le solde des restes à réaliser donc de 484 235,09 €. Et si on additionne tout, le résultat cumulé du dessus, les soldes des restes à réaliser en fonctionnement et en investissement, on arrive à un résultat définitif de clôture avec les restes à réaliser donc d'1 481 585,45 €. Voilà. Et puis Frédéric, sauf si vous avez des commentaires en attendant. Oui, c'est ça. Au cas où il y aurait des commentaires, je peux participer au débat. Autrement, effectivement, il me revient de passer le flambeau. La doyenne. Eh bien, Eva, si tu veux, tu dois. Laurent, si tu peux passer le micro à Eva. Et puis je te laisse, une fois que Frédéric est sorti de la salle, organiser le vote de ce résultat. Alors, je vous propose donc de voter ce... Attends un tout petit peu. Il est sportif, mais quand même. Alors, je vous propose donc de voter ce compte financier unique. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas, donc je déclare. Y a-t-il des abstentions? Oui. Je n'en vois pas non plus, donc je le déclare. Ce compte financier unique voté. Parfait. Merci Eva. Tu as manqué ça, Frédéric, ça a été une présentation et un vote. Bon voilà, le vote a été unanime pour la validation de ce compte financier unique. Voilà. Je continue. Le point 5, affectation du résultat 2024. Donc en fonction de ce qu'on vient de voter, il nous est possible d'affecter dans certains comptes
une partie donc, de ces excédents, et notamment un des plus classiques, c'est si on avait des restes à réaliser conséquents en investissement qu'il nous fallait honorer et qu'on n'avait pas d'excédent, il est plutôt pas mal de transférer une partie du fonctionnement en investissement. Sauf que là, vous avez vu qu'il y a des excédents des deux côtés, et donc en fait, ça va être très très simple. Donc on considère que l'excédent de fonctionnement de 2024 s'élève à 568 653,86 euros, comme on vient de le voir, que l'excédent d'investissement s'élève à 537 126,77 euros, comme on vient de le voir. Il y a des restes à réaliser en fonctionnement qui s'élèvent à 108 430,27 euros, donc à payer, en dépenses. Il y a des restes à réaliser en investissement à hauteur de 300 982,01 euros pour les dépenses et 785 217,10 euros pour les recettes. Donc finalement, tout est positif de partout, si bien qu'on vous propose simplement d'inscrire dans le compte 002 résultat de fonctionnement reporté directement l'excédent de fonctionnement, donc 568 653,86 euros. Et pour la partie investissement, c'est la même chose. Dans le compte 001, solde d'exécution d'investissement reporté, les excédents qui ont été validés et votés juste avant, à hauteur donc de 537 126,77 euros. Voilà. Le Conseil est appelé à délibérer. Merci Laurent. Y a-t-il des questions, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Avant de repasser la parole à Laurent Tarassi pour le budget unique, je voudrais quand même préciser que depuis la réunion récente du Conseil sur les orientations budgétaires, nous n'avons pas eu, je parle sous ton contrôle et celui de M. Farou, d'informations particulières qui auraient changé nos travaux, nos hypothèses, nos orientations. Donc on est bien sur la conséquence de ce que nous avons échangé. Et là, bien entendu, la nouveauté, c'est la traduction chiffrée très détaillée des orientations qui vous avaient été proposées. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur les chiffres. Merci Frédéric. Donc c'est le point 6, le vote du budget unique 2025. De façon globale, vous allez voir qu'en section de fonctionnement, il s'équilibre à hauteur de 8 635 617,92 euros. Et pour l'investissement, il s'équilibre à hauteur de 4 532,99 euros. Pour la suite, je vous propose de changer de document et de passer sur la note de synthèse spécifique budgétaire. Voilà, la deuxième note. C'est l'annexe 6. Alors, bien sûr, Frédéric vient de le rappeler, ce budget il s'appuie sur le débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu lors du Conseil municipal du 25 février 2025 et les orientations politiques qui en avaient été ressorties. Donc il y avait 3 axes, je vous les rappelle. C'est l'avancement des gros projets, bien sûr, suite à notre lettre de mission que nous avions établie, la démarche de modernisation permanente des services et la contribution locale à 3 grands défis de société que Frédéric avait développés, le vieillissement, l'individualisme et la radicalité des relations. Je vous rappelle d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que le rapport d'orientation budgétaire, bien sûr, est disponible sur le site internet de la ville et en mairie pour toute personne qui souhaiterait le consulter, bien sûr. Le premier point qui concerne donc la volonté d'un maintien de services de proximité de qualité, c'est pour vous rappeler que la municipalité est vraiment très attachée à ça, et au nombre de services et à la qualité de ceux-ci. D'ailleurs, à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, on établit donc un rapport d'orientation budgétaire, mais on met en parallèle un autre document qui s'appelle le panorama des services, qui est un document qui permet d'avoir effectivement le détail, service par service, de tout ce qui est fait et des ressources à disposition de chacun des services pour pouvoir faire ces services. Il y a dans cette note de synthèse budgétaire un petit rappel de chiffres divers et variés. Je vous les épargne, vous irez les consulter directement dans le document qui va bien. Évidemment, il y a tout un tas de contraintes financières liées au contexte qui viennent contrecarrer nos plans, en tout cas ne pas les faciliter.
Et évidemment, on espère toujours maintenir, si possible, un haut niveau de service. L'idée est également de soutenir les efforts de toutes nos associations locales, sportives, culturelles, citoyennes. Associé à ça, on partait sur un sujet que Frédéric avait développé, donc l'individualisme, et l'inquiétude claire sur l'avenir de l'engagement citoyen dans la ville de Saint-Leu-d'Estran, mais c'est généralisé partout. On essaye d'y participer avec la construction d'une charte du bénévolat qui a été construite avec les clubs et particulièrement l'Office municipal des sports et qui est à disposition de, bien évidemment, toutes les associations pour pouvoir impliquer les adhérents et les parents des adhérents quand il s'agit d'enfants. Il y a un point qui est important, c'est évidemment faire tout ce qu'on fait, les services, mais comme les investissements, mais toujours dans le cadre d'une recherche d'un équilibre financier. Ça, c'est super important. On sait bien que les aides de l'État sont de plus en plus réduites. Je vais vous en parler avec des chiffres dans pas longtemps. Et puis, on sait bien que Saint-Leu-d'Estran, finalement, est, en termes de taille, un peu dans une situation, entre guillemets, critique, entre pas une grosse ville, donc du coup, on ne bénéficie pas de fonds dédiés aux politiques de la ville, par exemple, mais en même temps, pas un petit village, et donc on ne bénéficie pas non plus de fonds spécifiques dédiés aux territoires ruraux. Donc on n'a pas d'aide très spécifique pour une ville de 5000 habitants, et du coup, c'est un peu compliqué. Il faut rappeler qu'en 10 ans de temps, sur tout ce qui est dotation de fonctionnement, DGF, on a perdu quasiment l'équivalent d'1 million d'euros d'aide, ce qui n'est pas anodin pour une ville comme Saint-Leu. Et elle n'est pas compensée par d'autres types de dotations, bien sûr. Il y a toujours, pour mettre un peu le contexte, des incertitudes sur la stabilité des prix de l'énergie et de l'inflation. On va voir que pour 2025, il y a quand même une estimation qui est un petit peu meilleure, une petite baisse dans les folles augmentations qu'il y avait eu. C'est toujours beaucoup plus conséquent qu'il y a 3-4 ans, mais c'est moins pire que l'année dernière, moins pire. Voilà, et donc pour faire progresser les recettes locales, l'idée c'est de partir sur plusieurs points. L'optimisation de la recherche des subventions pour nos projets, bien sûr. La recherche de vente de biens qui ne seraient pas utilisés par la collectivité. Exemple, le hall de la gare, tout récemment. Concernant la fiscalité, il n'y a pas eu d'évolution des taux des taxes locales qui sont restés sur ceux de 2022. Et puis la mise au budget d'un emprunt bancaire d'équilibre de 626 000 euros que nous avons réalisé en toute fin d'année 2024 et qui était cohérent avec toutes les actions que nous avions à mener. Il y a eu aussi des actions que nous n'avons pas effectuées, comme des travaux qui étaient trop coûteux. Et puis le relèvement des tarifs de location de salles. Voilà. Je vous parlais du coût de l'énergie. Donc les prévisions nous annoncent moins 18% pour l'électricité en 2025 et moins 26% pour le gaz. En revanche, il y aura une hausse de la TVA sur tous les abonnements qui va passer de 5,5 à 20% au 1er août 2025. Bon, voilà. Tout ça, globalement, devrait nous faire diminuer nos dépenses d'une centaine de milliers d'euros. L'inflation devrait se stabiliser, ce qui va maintenir les coûts associés à nos achats. En revanche, il y aura des coupes qui ont été annoncées par l'État sur tout ce qui est aide apportée. On parle du fonds vert, on parle de la décile, je vais vous donner des chiffres un peu plus tard. Voilà, il y aura beaucoup moins d'aides données et tout ça, bien sûr, dans un gros projet financier d'essayer de remettre à flot les comptes de l'État. Et puis, on a eu tout récemment la hausse des cotisations de retraite qui nous appelle bien évidemment à la vigilance. Pareil, je vais vous détailler ça un petit peu plus loin. On en avait déjà parlé la dernière fois. Voilà. Concernant la fiscalité, donc, a priori, pas de changement de taux. C'est d'ailleurs un point que nous allons voter un peu plus tard. Et il y a une revalorisation des bases qui se monte à 1,7%. Et donc, du coup, induit une amélioration des recettes associées à cette fiscalité. Ça devrait représenter environ 55 000 euros. On poursuit toujours un remboursement que nous avions touché
de la dissolution du syndicat intercommunal de l'assainissement et de l'eau, le SIAE. Donc chaque année, nous remboursons 67 000 euros. Quand je dis remboursons, c'est-à-dire que nous avons touché de l'argent qui devait aller à l'AXO. Et donc, nous remboursons 67 000 euros jusqu'en 2026 à l'AXO. Voilà. Les mesures draconiennes prises par l'État pour résorber le déficit public, c'est quoi? C'est donc la fameuse augmentation de cotisation retraite. Donc, il est prévu que pour les 4 prochaines années, le taux augmente de 3 points, donc 3% en plus chaque année pendant 4 ans. Et ça, cette année, c'est la première année, ça nous coûte 57 000 euros en plus de dépenses pour la collectivité. Il y a la mise en place d'un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales. C'est un point qu'on appelle le DILICO. Après renseignement, il semblerait, mais c'est à confirmer, que nous serions touchés aussi à hauteur de 27 000 euros. En revanche, les aides, donc l'enveloppe du fonds vert, elle baisse. Elle passe de 2,5 milliards d'euros à 1,15 milliard d'euros pour les aides de l'État vers les collectivités. La DGF est abondée à hauteur de 150 millions d'euros, alors qu'elle avait été de 290 millions d'euros l'année dernière. Donc c'est pareil, c'est une baisse globalement. Il y a une minoration des variables d'ajustement. Pour nous, ça touche directement la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, la DCRTP. Et ça, globalement, ça baisse de 202 millions d'euros. Donc ça, c'est au niveau de l'État. Et pour nous, ça a un impact de 48 000 euros pour la commune. La DSIL, donc une autre aide, c'est la dotation de soutien à l'investissement local, baisse aussi de 145 millions d'euros. Ça passe de 425 millions. Ça passe à 425 millions, ça était à 570 millions auparavant en 2024. Bon voilà, donc des baisses d'aides dans tous les sens, voire des petites dépenses supplémentaires. Il faut bien évidemment qu'on prenne tout ça en compte dans notre budget. Les mesures proposées par la commune pour pouvoir faire face à tout ça et faire en sorte, toujours dans cette recherche d'équilibre financier, c'est bien évidemment de poursuivre et de suivre au plus près le plan de sobriété énergétique de la ville qui avait été lancé il y a maintenant 3 ans au moins. L'accentuation de la recherche de financement et de solliciter dès qu'on peut tous les organismes qui sont dans la capacité de nous aider. On parle par exemple de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, pour certains de nos projets, de fonds privés, d'études toujours plus précises de tous les dispositifs existants. Voilà, on a vraiment développé cette capacité au service finance de la ville pour essayer vraiment de pouvoir se faire aider dès que possible et sur tous les sujets possibles. Mise en place de la taxe annuelle sur les friches commerciales. Donc ça, c'est quelque chose que nous avions évoqué lors du débat d'orientation budgétaire et qui se concrétise aujourd'hui dans le budget et nous allons vous en parler. La poursuite de la réflexion sur les cessions immobilières, toujours. Donc, dès que nous avons des biens historiques, quand je dis historiques, c'est surtout par le temps dans la ville et que finalement nous n'en faisons rien, et que ce n'est qu'une source de coût, peut-être qu'il est pertinent de s'en séparer. Et donc, nous poursuivons les réflexions sur ce sujet-là. Et puis, mise en place d'une réflexion interne structurée sur des mesures financières alternatives. En gros, on va chercher vraiment tous azimuts la possibilité de se faire aider dans ce contexte. Il y a eu, pour préparer ce conseil municipal, une commission finance avec tous les membres présents le 7 mars 2025, presque tous les membres. Il a été proposé par cette commission finance 2 points, notamment le maintien des taux des taxes d'habitation et foncière à leur niveau de 2024. Voilà, malgré le besoin de ressources, pas d'augmentation de ces taux proposés par la commission. Et de la même manière, de ne pas recourir à un emprunt budgétaire pour 2025. Nous en avions fait un en 2024. Voilà, la commission a souhaité que ces points soient inscrits. Les propositions 2025, si on rentre maintenant un petit peu plus dans le concret. Alors c'est une stabilisation des dépenses courantes de fonctionnement à hauteur de 2,3%, qui est due essentiellement à une maîtrise de niveau de fonctionnement des services, un renforcement des moyens de service pour une meilleure qualité du service rendu, bien sûr, et là ça prend en compte tout ce qui est voirie, bâtiments, espaces verts, et le chiffre des dépenses courantes de fonctionnement s'élève à 7,3 millions d'euros pour ce budget 2025.
Associé à ça, il y aura donc un équipement des services dans la partie investissement à hauteur de 145 000 euros. Donc toujours pareil, ces investissements pour les services, c'est toujours pour mieux travailler, hein. C'est proposer des moyens, voilà, supplémentaires à nos services. Maintien d'un haut niveau de coût d'énergie, bien sûr, même s'il y a une amélioration. Et puis une marge d'autofinancement, vous allez voir, qui diminue un petit peu par rapport à l'an dernier et qui devrait s'établir en prévisionnel, hein, donc dans un budget prévisionnel, à 582 000 euros, produits financiers inclus. Les dépenses courantes d'investissement, elles, vont se situer à hauteur de 3,5 millions d'euros. Là-dedans, on y retrouve notamment le solde des travaux de la maison de petite enfance pour 866 000 euros et le solde des travaux de la rue d'Ardilière pour 336 000 euros. En fait, les travaux ont été terminés en 2024, mais n'ont pas été payés en 2024, donc il faudra bien évidemment les inscrire au budget 2025. Et puis, le lancement de la première phase des travaux d'aménagement du nouveau quartier, donc le Jean Massé, pour 537 000 euros sur la partie 2025. On y reviendra un peu plus loin quand on parlera des APCP, des autorisations de programme. Un financement des investissements qui sera fait essentiellement grâce à l'autofinancement, au solde des subventions de la maison de petite enfance qui n'ont pas été touchées en 2024 et qui s'élèveront en 2025 à 785 000 euros, et à quelques nouvelles subventions que je vais vous détailler et dont le montant global s'élève à 136 000 euros. Voilà, donc pas d'emprunt, de l'autofinancement et des subventions. Si on passe maintenant dans les tableaux, dépenses de fonctionnement, donc vous voyez que le chapitre 011, qui concerne les charges à caractère général, s'élève à 2 420 000 euros. Je vous ai épargné les centaines d'euros. L'augmentation donc, se situe à peu près à 4,3% en plus. Ce sont 100 000 euros de dépenses réalisées en 2024 qui viennent en plus de 2024, pardon, dont 108 000 euros qui sont des commandes engagées en 2024 qui sont réintégrées dans le budget 2025. Alors vous avez le détail du plus et du moins, hein, qui font qu'on arrive à cette légère augmentation. Il y a notamment un entretien des bâtiments publics pour 57 000 euros de plus, des prestations de services pour 20 000 euros de plus. Ça concerne essentiellement le prix du nouveau marché de fourniture des repas de cantine. Des frais d'honoraires pour enfouissement de réseau pour le quartier Jean Massé, 18 000 euros. Entretien de terrain pour 16 000 euros. Des vêtements de travail pour 16 000 euros. Des fournitures pour les travaux pour 12 000 euros. Voilà, je ne vais pas tout vous détailler. En termes d'alimentation, on a une petite augmentation de 6 000 euros. Ça, je le détaille, c'est juste pour vous évoquer le fait que nous allons mettre en place un contrat avec le maraîcher qui va nous permettre d'intégrer plus de composantes d'origine biologique pour la restauration scolaire. Et ça devrait être compensé en partie par des commandes moindres vis-à-vis de notre prestataire de restauration scolaire. Voilà. Donc ça, c'est tous les petits plus. Et en petits moins, donc électricité et gaz, des dépenses qui vont être un petit peu moins fortes que le 2024. Électricité, on devrait dépenser 11 000 euros de moins et gaz, 72 000 euros de moins. Tout ça, ce sont évidemment des estimations. Sur la partie personnelle, donc c'est la ligne 012, on a une ligne à 4 311 000 euros sur le BP 2025. C'est une augmentation d'1,5% par rapport à 2024. C'est 64 000 euros de plus. Donc, dans ces 64 000 euros, on retrouve les fameux hausses des points pour tout ce qui est cotisation patronale de la CNRACL, donc les cotisations retraite. Et donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça représente 57 000 euros de plus en dépenses. Il y a une petite augmentation de masse salariale pour un petit peu moins de 20 000 euros, 19 100 euros, qui se répartit par des demandes faites par différents services. Un petit renfort sur le service communication à hauteur de 5 500 euros, un petit renfort sur la solidarité pour 4 000 euros, un petit renfort temporaire pour les services techniques pour 3 300 euros et un petit doublon pour un professeur de l'école des arts qui part à la retraite. Et donc, on anticipe un peu l'embauche du prochain professeur. Et ça, c'est pour 6 300 euros. On a également quelques économies diverses liées à des mouvements de personnel et des réorganisations de services. Donc, on devrait dépenser 18 000 euros de moins. Et la fermeture du CPI, qui n'est pas un événement positif,
clairement. Hein, on est déçu que cette issue en soit là. Néanmoins, d'un point de vue purement comptable, c'est des dépenses en moins, c'est 6 000 euros de moins. Une participation obligatoire de prévoyance pour 2 500 euros de plus. Et quelques recrutements qui vont se faire en 2025, qui sont déjà prévus, pour 22 000 euros, et des avancements de cheron pour 10 000 euros. Voilà le pourquoi on a une légère augmentation des charges de personnel. On a, dans le compte 65, c'est autre charge, une augmentation de 2 000 euros. Je ne vous les détaille pas. Voilà, c'est conforme à ce qu'on a fait l'an dernier. Peut-être un point qui est intéressant, c'est nous pourrions cotiser à le FIP-HFP, qui est une entité qui regarde comment les collectivités intègrent dans leur personnel des personnes avec des invalidités. Et il y a un pourcentage en fonction du nombre de personnels que les collectivités doivent prendre en compte. Et donc ça se traduit soit par ce pourcentage qui est atteint, et donc forcément une collectivité qui fait des dépenses associées aux invalidités de ce personnel-là, ou alors, si jamais on n'atteint pas ce pourcentage-là, il y a une cotisation, voilà, à ce FIP-HFP qui doit être versé. Et pour le coup, donc, la collectivité respecte ses engagements, et donc nous ne paierons pas 4 000 euros que nous avions payés l'année dernière. Voilà. Sur la partie recettes de fonctionnement, donc des recettes courantes à hauteur de 8 042 000 euros, avec donc deux premières lignes, le 013 atténuation de charge qui se situe à peu près au niveau de l'an dernier à 115 000 euros et qui correspond à des remboursements d'indemnités journalières pour nos personnels qui sont en arrêt de travail, et des produits et des services qui restent pareil, à peu près équivalent à ce que nous avions fait l'an dernier, un petit peu plus, 2 000 euros de plus, c'est la ligne 70. Et ensuite, on a tout un tas de lignes, 73, 731, 74 et 75, qui correspondent à tout ce qui est impôts, taxes, fiscalité locale, dotations, etc. Donc une augmentation globale pour les lignes 73 et 731 de 62 000 euros, qui sont dus essentiellement donc, non pas à des changements de taux, mais à une augmentation des bases par les services fiscaux. Des dotations, chapitre 74, qui sont, elles, en diminution de 90 000 euros. Alors, il y a une petite augmentation de 25 000 euros liée au dispositif cantine à 1 euro. En fait, on devrait pouvoir récupérer 4 euros au lieu de 3 euros par repas, en faisant des déclarations sur un certain site. On devrait récupérer des frais de scolarité pour 20 000 euros. En revanche, on a un écart par rapport à 2024 sur des allocations de la caisse d'allocation familiale de 78 000 euros, qui était simplement dû au fait qu'en 2024, nous avions eu un gros versement lié à la partie 2024, mais aussi des soldes de 2023. Bon, cette année en 2025, on n'aura que ce qu'il faut, donc forcément, c'est moins de rentrée par rapport à 2024. Et je vais vous parler de la partie compensation de la DCRTP, donc les 48 000 euros que l'on retrouve ici en moins. Vous avez l'évolution de la DGF, le petit tableau, qui nous montre grosso modo que depuis, on va dire 4 ans, on tourne à peu près des mêmes chiffres, hein, entre 195 000 et 200 000 euros. Donc il y a un effort qui est fait par l'État pour nous faire toucher à peu près la même chose. Par contre, vous voyez que c'est 50 000 euros de moins que 2021. Et donc si on remonte à 10 ans en arrière, on était à bien plus que ça, à plus d'1 million de plus. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé déjà de tout ça, donc je ne vais pas vous en reparler. On va passer directement aux attributions de compensation. Donc ça, c'est un reversement que nous fait l'AXO chaque année à hauteur de 2 423 000 euros, qui correspond à l'évaluation qui avait été faite en 2017 lorsque nous avions rejoint l'AXO, et donc par rapport à tout ce qui est taxes professionnelles touchées directement par l'agglomération maintenant, à tout ce qui est différentes compétences qu'on aurait pu transférer à l'agglomération. Bon voilà, ça reste au même niveau pour 2025, et donc je vous le rappelle, il y a une discussion qui va être
en cours pour 2025 avec des propositions qui seront faites aux prochaines équipes municipales et de l'EPIC AXO pour 2026 sur d'éventuels nouveaux transferts. Et donc, typiquement, pour nous, ça pourrait concerner la base de loisirs. Voilà, on en avait parlé, je ne reviens pas dessus. Les taxes locales, donc vous avez le rappel des taux de 2024. Nous allons avoir un point bien spécifique sur un vote des nouveaux taux pour 2025, et donc taux que nous vous proposerons de conserver. Les bases d'imposition, donc il y a une diminution de 15,6% de la taxe d'habitation des résidences secondaires. Ça fait passer tout ça de 179 000 euros, de 212 000 euros à 179 000 euros, donc c'est moins de rentrée. En revanche, augmentation de 2,20% de la base de la taxe foncière bâtie, et puis augmentation de 2,6% de la taxe de foncière non bâtie. Donc il y a un petit peu de moins, un petit peu de plus. Vous avez un tableau un petit peu plus loin qui vous permet de faire une estimation en fonction donc, des taux 2024 et des taux 2025 que nous allons proposer bientôt, pour des produits estimés. Bon, voilà. Et ce sont ces produits-là que nous avons réinjectés donc, dans le tableau précédent sur les recettes de fonctionnement. Institution de la taxe sur les friches commerciales. Donc ça, je vous rappelle, c'est une nouvelle idée qui avait été amenée lors du débat d'orientation budgétaire. L'idée étant pour la commune d'essayer de faire en sorte de garder un dynamisme commercial sur la commune dans un premier temps dissuadant les propriétaires de laisser des locaux commerciaux inoccupés et comme ça, sans vie, et d'essayer, si possible, de les inciter à les remettre sur le marché. Et puis également donc, d'assurer un dynamisme économique et attractif sur le territoire. Donc l'idée, c'est d'instaurer cette petite taxe sur les friches commerciales, dont le taux est fixé comme ça. C'est 10% la première année d'imposition, 15% la deuxième année et 20% à compter de la troisième année d'imposition. On en reparlera spécifiquement dans un petit point plus tard. La marge d'autofinancement, donc je vous rappelle, c'est recettes courantes de fonctionnement moins dépenses courantes de fonctionnement. Donc cette année, elle sera, au niveau du budget en tout cas, un petit peu inférieure à ce que nous avions réalisé l'an dernier. Donc à 695 000 sans les charges et produits financiers et à 582 000 tout inclus. L'écart entre les deux, 695 et 582, c'est grosso modo les intérêts de la dette que nous avons à rembourser en 2025 qui s'élèveront à environ 113 000 euros. Voilà. Si on passe aux investissements, donc des dépenses courantes d'investissement à hauteur de 3,5 millions. On y retrouve donc pour les plus gros investissements, pareil, je ne vais pas tout vous détailler, mais déjà l'aménagement du nouveau quartier Jean Massé et la nouvelle restauration scolaire, c'est notamment un des objectifs de ce gros projet, pour 913 000 euros. La réhabilitation de bâtiments communaux en maison petite enfance, donc c'est le solde des travaux, tout le reste, 866 000 euros. Sur les voiries, on a un petit paquet de 451 000 euros qui concerne donc le solde du paiement de la rue d'Ardilière pour 336 000 euros, déjà réalisé mais donc à payer maintenant. L'étude de ruissellement, Frédéric vous a informé d'une décision qui consistait à demander une grosse subvention qui nous amènerait donc quasiment à 24 000 euros de subvention. Donc l'étude la coûte 39 000 euros. Et puis l'étude d'aménagement du quai d'Amont pour 27 000 euros. Donc c'est pareil, cette étude est importante puisqu'elle vient se mêler à un projet global de transformation des berges de l'Oise avec donc l'agglomération. Donc voilà, il y a besoin de coordonner complètement nos besoins de la collectivité spécifiques à cette rue, le quai d'Amont, et en même temps les berges de l'Oise et le développement de celle-ci. Réfection du parking de la salle agriculture, que vous avez peut-être vu un petit peu plus loin, là, à côté du prélèvement de verre, là, pour 21 000 euros. Travaux d'accessibilité pour les passages piétons, 20 000 euros. Et puis, mise en accessibilité des arrêts de transport en commun avec l'AXO. Donc, l'AXO fait des travaux et une participation de la collectivité à hauteur de 8 000 euros. Nous allons faire des travaux cette année sur l'école de musique
des travaux qui avaient été reportés maintes fois hein, pour des histoires de choix et de budget contraint. Donc cette année, nous allons refaire la toiture pour 115 000 euros, faire des reprises de sécurité dans le sous-sol pour 19 000 euros, et puis réaliser des toilettes PMR pour 15 000 euros. Une petite partie investissement sur les bâtiments sportifs pour 141 000 euros, ça se décompose ainsi. Réfection du sol du gymnase Pascal Grousset pour 120 000 euros, sol qui était devenu très très glissant et très vieux maintenant, et donc dangereux. Remplacement des projecteurs sur le petit terrain du stade Thierry Doré pour 15 000 euros, et au dojo à Pascal Grousset, remplacement du système de ventilation pour 6 000 euros. À l'abbatiale, évidemment, il y a plein de choses à faire. Nous avons budgété cette année 106 000 euros, pardon. J'allais dire 600 000 euros, mais non, on ne les a pas. Donc c'est 106 000 euros. Ouais, bien essayé. Et notamment réfection de l'électricité et du tableau général basse tension, le TGBT, pour 60 000 euros. Il y a des fuites. Donc nous allons mettre un premier petit paquet de 30 000 euros pour colmater les plus grosses et réparation de tous les vitraux pour 16 000 euros. C'est notamment à travers ce projet-là que nous allons solliciter la DRAC qui devrait bien nous aider également en termes de subventions. Acquisition de terrain, 64 000 euros. Certaines parcelles sur le stade Thierry Doré à hauteur de 30 000 euros. Le stade Thierry Doré, en fait, c'est un enchevêtrement de parcelles, dont des parcelles privées qui sont en plein milieu du stade Thierry Doré et des parcelles communales tout autour. Donc il faut quand même, à un moment donné, rendre tout cela cohérent. Donc nous rachetons les parcelles privées. Des terrains d'hiver achetés pour 23 000 euros et chemin de halage pour 11 000 euros. Quelques sécurisations de bâtiments publics à hauteur globale de 54 000 euros. On parle ici de système d'alarme pour 32 000 euros et la mise en place du PPMS, plan particulier de mise en sécurité des écoles pour 22 000 euros. Des travaux sur nos bâtiments à nous, au service technique, 53 000 euros. Réparation de fuite, 36 000 euros et aménagement de vestiaires et de salles de pause pour 17 000 euros. Un petit projet, et je vais m'arrêter là, le reste, vous en prendrez connaissance tout seul. C'est un projet de développement d'antennes Wi-Fi pour connecter nos différents bâtiments publics. Et donc tout ça, ça coûte 40 000 euros, c'est un gros investissement. En revanche, qui va nous faire gagner beaucoup d'argent en termes de dépenses de fonctionnement sur tout un tas d'abonnements qu'on avait chez des prestataires. Et en 2 ans, on devrait avoir un retour sur investissement. Voilà, c'est intéressant comme projet. Vous avez dans les tableaux qui suivent le détail, on va dire par thématique de tous ces investissements, donc pour 3 100 000 euros. Et vous avez à droite, pareil, par service, le détail des équipements de service qui montent à quasiment 145 000 euros. En face, il y a donc des recettes. Je vous en ai déjà parlé de ces recettes. Il y a donc dans le cadre du quartier Jean Massé, la vente d'un terrain, c'est la ligne 024 qui permettra donc de faire tous ces travaux-là et qui sont mis donc au cœur du projet pour 1 145 000 euros. Il y a des subventions d'investissement, c'est la ligne 13, à hauteur de 950 000 euros. Donc sont inclus là-dedans la partie solde des subventions de la maison de petite enfance pour 785 000 euros et les nouvelles subventions à hauteur donc de 100, je ne sais plus le total, mais on le fera ensemble juste après. On y retrouve donc l'étude de ruissellement dont on parlait avant pour 24 000 euros. On y retrouve des subventions pour les travaux portant sur l'isolation des services techniques, c'est un solde 29 000 euros. La réfection du sol du gymnase Pascal Grousset dont on a parlé, 25 000 euros. La vidéoprotection, 24 000 euros. Le remplacement des systèmes d'alarme, 10 000 euros. Des reprises de concessions que l'on fait chaque année pour 4 000 euros. Et l'étude que nous avions faite sur la faisabilité du parvis de la mairie, 4 000 euros. Et puis, chaque année, nous avons la possibilité d'avoir un fonds de concours de l'AXO pour 30 000 euros et qui nous reste à affecter sur un de nos projets. Donc voilà, grosso modo, c'est quelque chose comme 150 000 euros, tout compris. Voilà. La ligne 10, la toute première,
Ça concerne donc dotation, fonds divers et réserves. Et en fait, c'est le fonds de compensation de la TVA qui est attendu pour 178 000 euros, à laquelle on peut rajouter 10 000 euros de taxes d'aménagement. On touche beaucoup moins de taxes d'aménagement qu'on en a touché ces dernières années, liées aux travaux de construction, soit de la résidence de Lorée-du-Lac, soit de la résidence de la Beauvoir aux Moines, Link City. D'accord. Donc, comme il y a moins de travaux, il y a moins de taxes d'aménagement. Voilà pour cette partie-là. Et puis, si on termine ce point budget 2025, on peut parler de la dette. Donc, c'est un des projets de notre ligne de conduite qu'on s'est fixé sur ces 6 ans. C'est faire plein de choses, ne pas réduire les services, mais en même temps avoir un objectif de désendetter la ville. Ville qui, au 31 décembre 2018, était endettée à hauteur de quasiment 6,2 millions et ça représentait 1 291 euros par habitant. Au 31-12-2024, ça s'élève à 5,4 millions. Et donc, ça représente 1 147 euros par habitant. Donc, il y a un petit désendettement qui a été effectué, qui sera encore amélioré sur le budget qui se présente devant nous, puisqu'il n'y aura pas d'emprunt supplémentaire. Si on se fait quelques comparaisons, donc effectivement, on est au-dessus en termes d'endettement de la moyenne de la strate, 3 500, 5 000 habitants, des villes de cette strate-là, qui en moyenne sont à 726 euros par habitant. Ça reste un indicateur, c'est pas forcément, c'est pas le seul qu'il faut regarder, parce que en fonction des ressources disponibles, des dépenses qui sont faites, tout le monde n'est pas forcément à la même enseigne. Néanmoins, ça reste un indicateur. Si on fait un petit focus sur l'agglomération, 11 communes, il y a 4 communes qui sont plus endettées que Saint-Leu-d'Esserand, donc on est en 5e position, et il y a 6 communes qui sont un peu moins endettées que la ville. Et si on regarde à l'échelle de l'Oise, globalement, les communes sont un petit peu moins endettées, mais souvent avec un niveau de service et de dépenses d'investissement moindre. Voilà. Donc commune dynamique avec un petit peu d'endettement, mais que l'on essaye de soigner à côté de tout ce qu'on fait. Voilà ce qu'on peut dire sur le budget, Frédéric. Merci beaucoup, Laurent. J'ajouterais peut-être juste un éclairage opérationnel sur la grosse dépense de 2025 qui vous est proposée, c'est le quartier Jean Massé. Le déroulement des actions suit son cours, puisque le permis de construire a été accordé par nous fin décembre. Il y a eu très logiquement 2 mois de délai de recours et on a terminé ce délai sans recours. On peut donc passer maintenant à la phase qui va intervenir le 7 avril. J'ai eu la date pas plus tard qu'aujourd'hui, la date de signature de la cession du terrain, et des 2 parcelles de terrain dont Laurent a parlé et qui évidemment vont représenter une recette importante dans le projet. Par ailleurs, nous travaillons aussi très précisément pour que, d'une part, les travaux sous maîtrise d'ouvrage communale et les travaux sous maîtrise d'ouvrage du promoteur soient bien coordonnés. Donc nous avons recours au service d'un coordonnateur, puisque effectivement il y a quand même un ensemble d'interventions de tout type sur le plan technique pendant les 2 années à venir. Il faut suivre ça très finement, d'autant plus que par définition l'environnement du chantier est un environnement de 2 écoles avec une fréquentation. Donc on va avoir une réunion très précise avec les responsables du chantier, y compris le coordonnateur de sécurité, pour bien mettre à plat les contraintes du chantier à chacune des phases des 2 prochaines années. Et on expliquera ça et on travaillera ça avec, bien sûr, les 2 écoles concernées et avec les parents d'élèves. Nous communiquerons d'ailleurs sur ces travaux d'une manière particulièrement aiguë, puisqu'il y aura un endroit entre les 2 écoles qui sera vraiment le lieu de communication papier permanente, mais on aura aussi un certain nombre de documents qui seront donnés et distribués aux parents au fur et à mesure. C'est nécessaire pour que, bien entendu, on soit bien au courant de tous les activités des 2 écoles qui pourraient impacter le chantier et inversement. Voilà.
Je reviendrai tout à l'heure sur les aspects de locaux commerciaux, puisque dans ce projet, il y a aussi des locaux commerciaux, mais je l'aborderai par le biais de la délibération spéciale sur la taxe sur les friches commerciales. Voilà la seule précision que je voulais donner sur le panorama complet qu'a dressé Laurent. Encore une fois, Jean Massé, c'est la grosse dépense de l'année, puisque les autres dépenses non négligeables sont des suivis du chantier, des suites du chantier Maison de la Petite Enfance, et que l'autre grand chantier parmi les 6 ou 7 majeurs qu'on avait identifiés dans notre feuille de route sont également en train de se déployer, et notamment la voie douce qui va commencer ses travaux en septembre prochain, après beaucoup d'études également, et après beaucoup d'incertitudes sur les études faune-flore qu'il était bien normal de faire. Voilà. En tout cas, merci donc pour cette présentation complète. Est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires sur ce que nous vous proposons, ce qu'il nous est proposé de décider ce soir? Je n'en vois pas. Alors, je vais faire procéder au vote. Faire passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Et merci de lever la main, et on va faire aussi une levée de main pour dire oui, puisque c'est toujours bien. Donc, y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, levez la main, s'il vous plaît, avec levez 2 mains si vous avez un pouvoir particulier. Voilà. Merci beaucoup. C'est un moment important, puisque c'est la dernière année complète d'un mandat très actif. Je repasse la parole à Laurent pour le point suivant. Merci Frédéric. Donc le point 7, c'est autorisation de programme et crédit de paiement. Le passage à la M57, donc avec la délibération du 11 octobre 2022, nous a permis de mettre nos gros projets maintenant dans le cadre d'une autorisation de programme et crédit de paiement, ce qui nous permet d'avoir un mode de gestion et de mieux échelonner les financements à apporter. Donc nous vous proposons de créer cet APCP donc, sur ce sujet-là, aménagement du quartier Jean Massé et du nouveau restaurant scolaire. Vous allez voir qu'un des petits points qui concerne les travaux d'enfouissement de réseau sont un petit peu à part, parce que les subventions sont déjà incluses dans le montant, dans le projet avec le SE60. Donc, vous avez le tableau en question qui vous permet d'avoir cet investissement sur 3 années, 2025, 2026, 2027. On retrouve, donc si on fonctionne par colonne, on retrouve en 2025 les travaux d'enfouissement en termes de dépenses à 177 000 euros, des dépenses hors taxes et TTC, donc on va parler des TTC à 359 500 euros, et puis la VEFA. La VEFA, en fait, c'est la vente en état futur d'achèvement. Donc, au fur et à mesure que le bâtiment va se construire et qu'on atteindra certains stades, il faudra régler un pourcentage du coût et du prix d'achat. Et donc cette année, en 2025, en fonction de la prévision des travaux et donc de l'atteinte d'un certain stade, nous devons payer jusqu'à, je crois, quasiment 35% de la somme totale, c'est-à-dire 376 065,06 euros. En face de ça, il y a des subventions. Il y a la vente du terrain que vous retrouvez tout en dessous, pour 1 145 000 euros, dont on avait parlé tout à l'heure dans nos petits tableaux budget. Et puis, subvention de l'État, c'est la décile à hauteur de 55%, pour 101 000 euros de recettes. Une subvention du conseil départemental pour 25% à hauteur de 45 500 euros. Et puis des fonds propres de la commune pour 212 000 euros, 213 000 on va dire, 213 000 euros. Donc voilà le projet qui est prévu sur 2025. Le même projet qui va avancer en 2026, vous aurez la VEFA, le reste, donc pour quasiment 700 000 euros, puisque là, pour le coup, 2026, ce sera la fin des travaux et la livraison. Et puis des dépenses donc, de travaux à hauteur de 937 000 euros. Il y a des subventions en face, et puis des fonds propres de la collectivité pour 20% à hauteur de 271 000 euros. Et la fin du projet en 2027, qui correspond à des dépenses de travaux de 550 000 euros. Et il y a aussi des subventions en face.
Là, 2027, ce sera essentiellement tout ce qui sera équipement de la future restauration scolaire du bâtiment. Voilà pour tout ça. Donc, nous proposons d'accepter cette APCP, la création de cette APCP, qui, de toute façon, au fur et à mesure que le projet avance, il est prévu de faire potentiellement des petites modifications, des petits basculements, comme on avait pu faire, par exemple, sur la maison de la petite enfance. On avait prévu initialement beaucoup plus de dépenses en 2024 qu'en 2025, et puis finalement, ça a glissé un petit peu avec le planning qui a dérapé un tout petit peu. Voilà. Donc, vraisemblablement, cette APCP sera amenée à être repartagée avec vous, avec des chiffres un petit peu déplacés. Voilà. Merci. Avant de faire passer au vote, je m'aperçois que j'ai oublié tout à l'heure de remercier les services pour la préparation du budget, puisque c'est un gros travail, et même si c'est tous les ans, ça reste un gros travail. Donc, merci beaucoup à tous pour cette délibération numéro 7. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Des votes? Oui, Laurent Sali. Oui, c'est juste pour savoir si on a une estimation du coût que ça va représenter pour la commune, le projet Jean Massé. Eh bien, en fait, c'est le tableau. Donc, tu as toutes les dépenses, là, Laurent, tu vois, sur la partie haute du tableau. Associé à ça, les subventions, et tu as la ligne fonds propres. Fonds propres. Donc, si on obtient toutes les subventions que l'on espère avoir, eh bien, ça correspond donc à la somme des 3 années de fonds propres. Donc, tu vois, ça représente 650 000 euros. 650 000 euros, avec aussi la vente du terrain à 1 145 000 euros, qui permet aussi d'amener un petit peu d'argent là-dessus. Voilà. C'est à travers ce tableau qu'on a tout le détail. Et encore une fois, c'est amené à bouger. Hein. Bon, mais ta question, elle est bonne, Laurent. On refera oui, c'est ça, c'est le total des 3 années. Et on refera peut-être un document qui se lit mieux pour savoir exactement quelles sont les dépenses occasionnées pour la commune. Normalement, ce tableau permet de dire plutôt 600 000 euros en net, puisque c'est les fonds propres, une fois qu'on a comparé les dépenses totales et la recette extérieure qui est la vente du terrain, en fait. Donc, l'un moins l'autre dégage normalement, si je lis bien, un solde de fonds propres qui serait à 600 000 euros, en fait, ce qui n'est pas rien du tout. Mais effectivement, c'est une opération atypique compte tenu de la recette que représente la vente du terrain, en fait. Voilà, merci. Donc, y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 8, les taux d'imposition. Merci Frédéric. Donc les taux d'imposition, alors le contexte, c'est ce que je vous ai déjà présenté tout à l'heure dans le cadre du budget, c'est la diminution donc, des bases de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à hauteur de 15,6%, ce qui représente 179 000 euros. Une augmentation des bases de la taxe foncière bâtie de 2,3%, ce qui occasionne donc 140 000 euros de plus, et une augmentation des bases de la taxe foncière non bâtie, ce qui occasionne 2 000 euros de plus dans les recettes. Je vous ai parlé déjà de la commission du débat d'orientation budgétaire du 25 février, qui évoquait la volonté de maintien de services de proximité de qualité et le maintien d'un équilibre financier. Et donc, nous vous proposons de conserver les mêmes taux, de ne pas bouger les taux de ce qui concerne donc la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur propriétés non bâties, respectivement donc
à 19,63%, 36,80% et 72,57%. Voilà. Merci. Donc, pas de changement cette année pour les taux d'imposition. Des remarques, des votes contre, des abstentions. Très bien. Autre délibération non négligeable, subvention au CCAS. Merci. Effectivement, chaque année, hein, c'est le point 9 et le point 10, nous versons une subvention au CCAS et à la résidence autonomie. On essaye à chaque fois de s'adapter aux besoins des deux entités. Et donc cette année, comme il y a eu un bon taux de remplissage à la résidence autonomie, les recettes ont été honorables et bonnes, si bien que nous souhaitons rebasculer un petit peu. Donc globalement, ça fait une somme de 50 000 euros qui ne change pas. En revanche, cette année, nous vous proposons donc de verser une subvention de 40 000 euros au CCAS et de 10 000 euros à la résidence autonomie. Donc on a baissé un petit peu la résidence autonomie et ce qu'on a baissé, on l'a remis au CCAS. Voilà. Point 9 et point 10. Merci. Là, deux précisions pour bien prendre la mesure du budget réel de la solidarité qui ne se réduit pas à ces deux chiffres, bien entendu, hein, puisque c'est le budget général de la mairie qui prend en charge l'ensemble des charges de personnel et des charges courantes qui correspondent au fonctionnement du CCAS et de la résidence autonomie. Et deuxième remarque également, la résidence autonomie a un budget auquel les loyers que nous encaissons contribuent, mais qui sont loin de représenter l'ensemble des dépenses de fonctionnement de la résidence. Donc voilà, qui permet d'élargir un peu nos perspectives. Et là, on ne parle que des subventions directes. Y a-t-il des remarques sur ces deux points? Je fais voter les deux séparément. Y a-t-il des votes contre la subvention au CCAS? Des abstentions? Donc merci. Et pour la subvention à la résidence autonomie, des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Et Madame Ernoux vous remercie. Subvention aux associations. Alors, plusieurs adjoints peuvent compléter, mais ceci dit, je peux peut-être vous proposer de chercher dans votre dossier l'annexe 9 avec un tableau en Arial 0,5 sur lequel je zoome désespérément. Mais bon, ça a le mérite de repartir de l'année 2017 et de voir exactement le soutien qui est apporté aux différentes associations. Je pourrais vous dire que, sauf si tu voulais le faire, Laurent, mais en tout cas, le total des subventions sportives serait stable à 65 933. Il y a, compte tenu des effets démographiques, plus de soutien qui serait apporté au club de football. Mais qu'il y a en contrepartie eu des évolutions dans un autre sens, puisque vous savez que c'est un système variable. Sur les subventions culturelles, on est sur une somme plus modeste, mais qui correspond à moins d'associations également, puisqu'il y en a une vingtaine au niveau sportif et qu'il y en a une petite demi-douzaine dans le domaine culturel pour une somme cette année de 2 700 €. Également pour les associations solidaires, il y avait 5 associations concernées, mais nous n'avons pas eu de retour de dossier de la part de 2 d'entre elles. Donc il y a 3 associations qui seraient aidées cette année, si vous en êtes d'accord, pour 1 350 €. On descend également dans les sommes sur les associations de sécurité avec 2 associations pour 835 €, les associations scolaires pour 660 €, 2 associations également, et les associations de développement durable / devoir de mémoire. C'est pas exactement la même approche, mais le total est
est à 1 450 €, ce qui représente un total pour les associations extérieures de 73 000 €. Et traditionnellement, on adjoint l'association un peu particulière qui est l'Amicale du personnel, avec une subvention qui est stabilisée depuis quelques années à 18 000 €, ce qui permet de prendre en charge un grand nombre d'actions à destination du personnel. Donc le total qui vous est proposé est à 90 928 € contre 90 294 l'année dernière. Voilà ce qu'il en est. Et je rappelle bien entendu que ne peuvent pas prendre part au vote les membres des bureaux des associations dont les noms figurent dans cette liste. Il y a une erreur pour toi qui n'est plus à la FCPE collège, c'est ça? La roue tourne. Voilà, y a-t-il des remarques ou des questions sur ces votes traditionnels? Je rappelle que pour la culture, il y a eu, et les autres associations, il y a eu maintenant une prise en compte un peu sur le modèle du sport en termes de critères variables. C'est plus récent, c'est plus jeune, mais on s'est orienté vers cette prise en compte du nombre d'adhérents et aussi de l'ampleur des activités intrinsèques et également de l'ampleur de la participation à la vie locale sur un plan plus global. Voilà, pas de remarques particulières. Donc, est-ce qu'on peut refaire le point sur les personnes qui, dans certains cas, ne peuvent pas voter? Donc, est-ce que vous pouvez tous lever la main, puis on prendra la précision. Donc, monsieur... Ouais, mais tu peux voter pour ton pouvoir. Hein, voilà. En tout cas, donc, monsieur Muller pour l'association du vin, monsieur Recourt pour le devoir de mémoire. Il y avait des mains levées là, non? J'ai pas vu. Oui, pardon. Pour Ayapco, c'est ça. Eva Salvador pour Ayapco. Stéphane pour Mémoire et Avenir Citoyen. Christelle Terre pour la FCPE. Et c'est bon? Oui. Très bien. Merci. Donc, pas de voix contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Alors, sur les friches commerciales, point 12, je vais peut-être effectivement lancer l'information, voire le débat. L'idée, même si on est dans une délibération liée au budget, l'idée n'est pas d'identifier et d'obtenir une recette majeure. Il faut que ce soit très clair. L'idée est plutôt de prendre en compte la réflexion sur les locaux commerciaux dans cette ville. Alors Laurent l'a déjà bien dit, mais j'en rajoute. Nous avons des locaux qui, dans certains cas, sont anciens et inutilisés. Nous avons de l'autre côté des commerçants qui ont parfois envie de se développer en étant déjà sur Saint-Leu ou envie de nous rejoindre. Le problème n'est pas que celui des locaux, il est parfois aussi de trouver les bonnes activités pour qu'il y ait une diversité commerciale, c'est-à-dire des activités qui soient suffisamment présentes, mais pas trop. Parfois, on se retrouve dans un paradoxe d'être un peu submergé par les mêmes activités. Comme il y a un principe depuis l'année, la belle l'an de grâce 1791, la loi Le Chapelier, il y a une liberté du commerce et de l'industrie. Néanmoins, il y a des orientations qui peuvent être données, des contacts, des communications, des préférences, et on ne se prive pas de dire aux uns et aux autres que dans certains cas, les activités sont parfaitement utiles, nous semble-t-il, et puis dans d'autres cas, qu'il y a déjà un marché qui peut être un peu saturé. Après, les acteurs en font ce qu'ils veulent, mais au moins on aura donné certains conseils. Par contre, pour les locaux, effectivement, on peut aller un peu au-delà. D'abord parce qu'on a pour les murs un droit de préemption général dans les zones urbaines. Donc ça, c'est un droit de préemption qui s'applique au logement, mais aussi aux murs des locaux commerciaux. Je
parle bien des bâtiments. Par contre, pour les fonds de commerce, effectivement, on n'est pas outillé pour l'instant dans ce domaine, alors que certaines communes ont mis en place ce qu'on appelle un droit de préemption sur les fonds de commerce quand il y a des transactions. Bon, on n'en est pas là ce soir. Je vous glisse quand même dans l'idée que peut-être un jour, il faudrait que cet outil soit activé, mais par définition, il nécessite un budget. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas prévu. Par contre, il y a un outil qui ne nous coûte rien et qui peut rapporter, non pas gros, mais qui peut envoyer un signal à certains propriétaires. C'est cette taxe sur les friches commerciales qui consiste à identifier des locaux qui sont vraiment inoccupés depuis trop longtemps. Et évidemment, il n'est pas question de tomber à bras raccourcis sur un propriétaire qui vient d'avoir une vacance dans son local, surtout que parfois la vacance, elle n'est pas de son fait, hein. Ça peut être un locataire qui annonce son départ. Mais il y a quand même des cas à Saint-Leu comme ailleurs où depuis des années et des années, le propriétaire n'a pas pris de décision et peut-être que cette taxe sera un accélérateur de décision. Donc la première décision, ça peut être de reconvertir le bien en logement. Bon, ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite dans certains cas, mais au moins ça aura le mérite d'être clair. Par contre, si le projet reste celui d'une occupation commerciale, dans ce cas-là, il faut que chacun fasse les efforts nécessaires. Je pense à des cas très précis où, manifestement, la situation, et c'est un non-dit, convient à tout le monde. Donc, ce n'est pas totalement agréable à entendre parce qu'on a quand même besoin de locaux. Et je le dis pour en terminer, bien sûr, on aura des locaux neufs. C'est pour ça que je voulais vous reparler du projet Jean Masset, puisque dans le projet, il y a 80 logements, mais il y a aussi 4 locaux commerciaux. Et c'est bien pour ça qu'on a soutenu ce projet, c'est qu'il peut y avoir aussi des locaux commerciaux de plein pied sur une avenue très fréquentée, avec des places de parking juste devant. Donc c'est également intéressant pour notre attractivité commerciale, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il y a quand même effectivement des anciens locaux à reconvertir. Et l'idée de cette taxe, c'est qu'elle puisse amener les propriétaires à prendre les bonnes décisions. Nous l'avons fixé au minimum de ce qui peut être envisagé. Et bien entendu, il y aura discussion parce qu'il y a des moyens parfois d'être exemptés de cette taxe. Alors je ne vais pas les dire tout de suite, ce serait un peu trop facile pour les propriétaires. Mais en tout cas, il pourra y avoir discussion s'il y a bonne foi, bonne volonté et véritable projet. En fait. Voilà. Est-ce que, pour ce sujet un peu nouveau, vous avez des précisions à demander ? Je ne pourrais pas vous dire quelle est l'estimation du nombre concerné et l'estimation de la recette. Donc, il va falloir plonger dedans. Je pense qu'encore une fois, ce ne sera pas l'affaire du siècle, mais c'est un premier message. Y a-t-il des questions ? Je n'en vois pas, oui. Non, je voudrais juste repréciser. C'est vrai que dans la délibération qu'on a reçue, on a écrit que le taux minimum était de 10, 15 et 20, et on a écrit que nous, on souhaitait appliquer 10, 20 et 30. Voilà, donc c'est bien 10, 15 et 20 que nous souhaitons appliquer. Hein. D'accord ? Et c'est ce qu'on vote. Merci de cette précision très utile, effectivement. C'est le réflexe de vouloir arrondir. Très bien, donc sous cette réserve, et on fera la modification, bien sûr, dans la décision définitive. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Par une abstention, très bien, motivé. J'ai compris l'essentiel, ça fait des taxes en plus. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est En tant qu'entrepreneur ou ex-entrepreneur. C'est toujours possible, sauf que là, on parle de propriétaire, pas d'entrepreneur. On parle de propriétaire dans le local est vide, ce qui n'est pas un signe éclatant d'esprit d'entreprise, quand même, dans certains cas.
Mais je respecte. Très bien. Donc, adopté à une abstention près. Pour le point 13, c'est un séjour éducatif. Donc, en l'absence de Madame Terre, je vais peut-être vous rappeler aussi que dans la liste nombreuse des soutiens que nous accordons au monde scolaire, il y a dans notre document annuel, vous savez que nous votons tous les ans au mois de juin, une ligne qui est l'aide au séjour éducatif de fin d'année d'ampleur. Et ça s'ajoute à la prise en charge des transports tout au long de l'année. Il se trouve que l'école Jean-Baptiste Clément a un projet d'ampleur, même si il ne consiste pas à un déplacement très lointain, puisqu'ils ont choisi la base de loisirs intercommunale de Saint-Leu. Et ça va être quand même très dépaysant, puisque pendant toute une semaine, les enfants pourront pratiquer 10 sports, donc 2 par jour, et que finalement, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut avoir une telle diversité de pratiques. C'est pour cela que il y a tout un budget qui a été monté avec des recettes venant des parents, plus la coopérative scolaire. Et effectivement, l'intérêt est d'actionner une partie de la liste, de la ligne budgétaire de subventions possibles de la commune. Cette ligne, elle est plafonnée à 3 000 €, mais il est probable qu'on n'ait pas allé jusque-là. Et donc, le budget que vous avez sous les yeux parle plutôt d'une subvention pour l'instant de la commune d'un peu moins de 1 000 € pour un budget total de 5 000 €. L'aide de la commune, elle n'est pas simplement restreinte à cette subvention, mais elle est aussi dans la prise en charge administrative du calcul des participations des parents qui vont être variables selon les revenus. Et ça, c'est une mécanique que nous maîtrisons au pôle éducation, jeunesse et sport, ce qui permettra à la fois de faire plusieurs versements et aussi d'adapter le prix aux revenus réels. Et ça, c'est un service supplémentaire que nous rendons. C'est pour ça que la délibération à ce stade, elle est bien de confirmer que notre plafond ne pourra pas dépasser 3 000 €, mais qu'il y a un versement immédiat d'une subvention exceptionnelle à hauteur de 1 000 €. Puisqu'il n'y a pas de transport loin, c'est pas la prise en compte c'est pas la prise en charge des transports, c'est bien une subvention directe à la coopérative pour qu'elle paye ses dépenses, qui passe notamment par une inscription à la base de loisirs à une hauteur de 2 200 €. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si tu avais des compléments. Non. Pas d'autres compléments pour ceux qui sont au courant de ce sujet. Y a-t-il des remarques ? Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Pour le point 14, en l'absence temporaire de M. Roth, adjoint à l'aménagement urbain, je peux peut-être vous préciser que, comme Laurent Tarassi l'a évoqué dans le budget, je crois, le moment est venu de procéder à l'acquisition totale de l'emprise qui sert actuellement au stade Thierry Doré, qui était dans un entre-deux juridique. Donc, nous allons être propriétaires de l'ensemble de la parcelle qui sert au terrain, mais aussi ça nous permettra d'être propriétaires d'une petite sente, une parcelle assez allongée qui est entre le stade Thierry Doré et la rue des Îles. Et ça permettra d'ouvrir d'ailleurs une seconde entrée piétonne, et ce qui permettra au public de se garer un peu plus rue des Îles et d'arriver au terrain par ce biais-là. J'informe d'ailleurs qu'on va ouvrir une troisième entrée piétonne qui, elle, donnera sur la rue Fabre-d'Églantine, dans laquelle il y a également un parking d'une douzaine de places qui ne sert pas suffisamment. Donc, on va retrouver, pour les plus anciens en face de moi,
on va retrouver une entrée arrière au stade Thierry Doré, arrière ou avant, puisque il y a eu une entrée à cet endroit-là et même une caisse d'entrée quand on faisait payer les matchs. Donc, ce genre de bonne idée, il n'est jamais trop tard pour les retrouver. Voilà pour ce contexte, ce qui veut dire qu'il vous est proposé de décaisser la somme d'environ 30 000 euros, somme qui recouvre 25 000 euros pour la parcelle principale et 5 000 pour la plus petite. Ça a été calculé à des prix au mètre carré différents, puisque la petite parcelle était constructible. D'ailleurs, elle faisait l'objet d'un emplacement réservé. Voilà pour ce montant qui a été donc intégré au budget 2025. Y a-t-il des questions, des remarques, des votes contre, des abstentions? Alors, je vous remercie. Et pour cette dernière délibération, dernière ou pas? Non, peut-être pas. Je propose à Jean-Michel Mazet, peut-être, de dire quelques mots sur la convention annuelle que vous trouverez en annexe. Jean-Michel. Bonsoir. Oui, on nous propose le renouvellement d'une nouvelle convention, de la convention de mise à disposition à titre précaire d'une partie des différentes parcelles pour les parkings de la base de loisirs. La première convention avait été signée en 2020, puis renouvelée l'année dernière en 2024. Pour cette année, donc, les parkings qui entourent la base de loisirs sont dissociés en 3 parties. On a le parking principal que l'on appelle le parking P1, sur lequel il y avait des travaux qui avaient été réalisés il y a maintenant bientôt 2 ans, à peu près à 80-90% par la base de loisirs, et le reste aussi par une partie communale. Il y a le parking P2, qu'on appelle P2, qui est l'ancien terrain Sovafim, qui est sur la section AC 1413, et il y a le parking P3, qui lui sert de retournement pour les bus et de stationnement aussi pour les véhicules. Pour cette année, nous proposons une convention, de renouveler cette convention avec des travaux qui seront organisés par la base de loisirs, avec différentes modifications, parce qu'on se sert de ce parking P2 lors de fréquentation, on va dire, importante de la base de loisirs. Ils vont cette année pour réaliser différents travaux avec un sens de circulation qui sera mis en place lors de fréquentation importante, mais aussi ce parking qui pourrait aussi être utilisé lors de différents événements qui sont organisés par la mairie. Si je reviens sur le sens de circulation, lors de gros événements, l'entrée se fera pour les véhicules par la rue de la Garenne comme habituellement. Par contre, les véhicules ressortiront, eux, par un accès qui sera réalisé par la base de loisirs et directement ressortiront au niveau du parking de la gare. Des travaux de stationnement à l'intérieur du terrain Sovafim seront réalisés par la base de loisirs, mais également aussi la réalisation d'un trottoir pour sécuriser les piétons qui souhaiteront accéder directement à la base de loisirs. Ce terrain qui sera réamélioré par la base de loisirs servira également en courant d'année, hors saison, pour différentes animations et aussi occasionnellement pour les besoins lorsqu'il y a des tournois importants à Thierry Doré. Cet accès sera ouvert, et ce qui permettra un petit peu de libérer la place de la gare et le rue adjacent du terrain de Thierry Doré lors de différents événements. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Frédéric, si tu vois des choses à rajouter? Non, tu as dit l'essentiel. Il faut bien préciser que c'est une convention chapeau qui, effectivement, intègre non seulement la mise à disposition du parking dit Sovafim, et qu'on appelle maintenant le P2, comme tu l'as dit, mais aussi les éventuels besoins que nous pourrions avoir d'aide de la part du syndicat de la base. C'est donc la mise à disposition du parking P1 également, ou d'autres types d'aides. Donc c'est vraiment une convention d'intérêt mutuel
et dans lequel nous restons, bien sûr, nous affirmons notre statut de commune d'implantation. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette convention? Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. On arrive au terme de l'ordre du jour complet. Y a-t-il des questions diverses de la part des élus en physique? Y a-t-il des questions diverses de la part de notre nombreux public? On a quand même multiplié par 4 la fréquentation. Oh là là, avec Monsieur Lefranc Monsieur Lefranc, le retour, s'il vous plaît. Attends, Pascal. Est-ce que vous avez la vue sur ce qui se passe dans les commerces quand les gens s'implantent? Parce qu'aujourd'hui, si vous mettez une taxe, ça va pousser les propriétaires à chercher coûte que coûte à mettre quelqu'un dans leurs locaux. Mais qui ils vont mettre? Parce que si c'est pour avoir 3 kebabs, un marchand de vaporettes et puis un coiffeur qu'on a déjà qui est moitié moins cher que les autres, il y a quand même un problème. Parce que moi, j'ai connu Saint-Leu avec des commerces, mais c'était des vrais commerces. Il y avait des traiteurs, il y avait un marchand de chaussures, il y avait un marchand de vêtements. Aujourd'hui, c'est plus ça, les commerces. Donc, si c'est pour faire le centre-ville de Creil, c'est pas la peine. Je vous dis comme je le pense. Alors, merci de la question. Alors, j'avais un peu évoqué tout à l'heure, mais je peux y revenir et confirmer que, bien entendu, notre volontarisme, si on peut dire, il est d'abord orienté au fait d'avoir effectivement une diversité commerciale de qualité. Ce n'est pas une diversité pour la diversité. Et si je prends des exemples précis, on a eu des conversations avec des acteurs qui, par exemple, pour un fleuriste, nous permettront d'avoir, à l'issue de certains travaux, dans un certain local, à nouveau un fleuriste. Voilà. Mais c'est parce que le propriétaire d'un local comprenait l'intérêt, voyait la compatibilité avec le local en question, connaissait quelqu'un qui nous a convenu, etc. De même, on parle avec le principal bailleur de commerce à Saint-Leu, qui est Oise Habitat, puisque finalement, sur l'entourage de la place de la République, il y a une quinzaine de locaux. On a une participation plus active à la réflexion d'Oise Habitat sur le choix de certains commerces. Parce qu'effectivement, il y a pour un bailleur un facteur principal qui est de savoir qui va être payé. Et nous, on fait valoir aussi, et ça ne doit pas être incompatible, on fait valoir aussi l'intérêt de certaines nouvelles activités. C'est comme ça que, par exemple, à la place de des pompes funèbres qui ont déménagé rue Pasteur, il y aura un commerce qui manquait à Saint-Leu, un commerce de retouche de vêtements et de clés minutes. Voilà. Donc c'est dans ce dialogue-là qu'on a pu, sur ces deux exemples, ou voir revenir un type de commerce, soit voir venir un commerce. Alors je ne sais pas s'il avait existé, celui-là à Saint-Leu, mais en tout cas, ça faisait très longtemps qu'il n'existait plus. Sur les commerces qui viennent sans même qu'on les ait sollicités, là, notre outil ou notre arme, elle est plutôt administrative sur l'exigence absolue de faire respecter deux réglementations. La réglementation sur les établissements recevant du public, ça veut dire qu'il doit y avoir un dossier qui est instruit par l'État, mais avec notre aide, qui consiste à vérifier la sécurité incendie et l'accessibilité personnes à mobilité réduite des établissements recevant du public. Et ça, c'est effectivement quelque chose auquel on est attaché, même si parfois on peut être un peu pris de vitesse en voyant arriver des commerces. On se présente et on s'explique et on régularise ce qui peut être régularisé. Si ça ne peut pas, ça ne le fait pas. Mais quand je donne ces exemples, c'est aussi pour rappeler que les propriétaires sont parfois
peut-être, ça va à l'encontre de ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, mais ils sont peut-être aussi parfois en taxe sur les friches ou pas taxe sur les friches. Et ils sont parfois dans une attitude un peu trop rapide qui consiste à accepter le premier commerce venu. Donc c'est pour ça que, voilà, comme toujours, la vérité sera à peu près au milieu du curseur. Il faut en pousser certains et puis en freiner d'autres. Voilà, c'est la vie avec les acteurs du commerce comme avec n'importe quel autre acteur. En tout cas, oui, je confirme que notre souhait est bien d'avoir une diversité de qualité. Voilà. Y a-t-il d'autres questions de la part du public? Et pour info, on me dit qu'il n'y a pas de questions de la part du reste du monde. Donc, si c'est cela, je vous propose de considérer que cette réunion touche à sa fin et je déclare la séance close. Merci à vous et très bonne fin de soirée.